Bonjour à tous, bienvenue à cette session d'information sur Clinical Key. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier, notamment Clinical Key. L'objectif de cette session aujourd'hui est de vous présenter Clinical Key en global et de vous montrer spécifiquement comment vous pouvez utiliser Clinical Key, ses contenus et ses illustrations pour mettre à jour ou présenter une présentation pédagogique, un topo pour un cours ou pour un congrès. Donc, on va voir ça ensemble. Cette session est enregistrée et sera disponible sur le centre de ressources Clinical Key dans les prochains jours. Pour des questions pratiques, tous les participants sont en muet, mais vous pouvez poser vos questions via les outils Zoom. Vous avez le chat pour poser vos questions par écrit ou l'onglet questions-réponses que vous pouvez voir en bas de l'onglet Zoom. Donc, Clinical Key est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique principalement, qui vous permet d'accéder rapidement à des informations fiables, validées, dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Donc, c'est vraiment un puissant moteur de recherche bilingue, français-anglais, qui vous permet d'accéder aux ressources documentaires d'Elsevier et de nos partenaires, pour vous accompagner, pour mettre à jour vos connaissances, mais également confirmer un diagnostic ou un plan de soins. Donc, vraiment, c'est un outil facile à utiliser qui vous permet d'accéder rapidement à des informations fiables, validées et actualisées. L'objectif principal, c'est d'actualiser et de maintenir vos connaissances dans votre spécialité principale, mais également d'aller chercher des informations fiables et validées dans des spécialités secondaires, mais qui peuvent vous être utiles pour votre pratique clinique principalement. On considère que c'est un outil d'aide à la pratique clinique parce que vous avez accès à des informations fiables, validées, récentes, à travers les articles, mais également à des synthèses cliniques basées sur les preuves, evidence-based, des fiches médicaments, donc des recommandations de bonne pratique, tout ce qui peut vous être utile pour confirmer un diagnostic ou un plan de soins, pour actualiser vos connaissances pour une pathologie peu commune ou que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer souvent. C'est également un outil qui peut être utilisé comme un support pour la recherche clinique. Si vous avez des projets de recherche clinique en cours, vous pouvez accéder à des fiches médicaments, mais également des essais cliniques en cours de nouveaux traitements pour des pathologies données. Et on va le voir, c'est la thématique de ce jour, c'est comment utiliser Clinical Key pour actualiser un cours que vous avez à donner en trouvant des informations sous forme d'articles, de chapitres, de livres qui peuvent vous aider à illustrer, à actualiser votre cours. Mais également, il y a beaucoup de contenus multimédia, des images, des vidéos qui peuvent être utilisés en support de cours pour un topo que vous avez à faire devant des confrères, un cas clinique, mais également un cours ou une présentation à faire pour un congrès. Donc, à travers Clinical Key, vous avez accès à une collection très complète de contenus variés, de sources variées, avec des contenus dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Vous avez accès en texte intégral à toutes les revues médicales et chirurgicales d'Elsevier, anglophones comme la collection des Lancet, mais également francophones comme la revue de médecine interne, par exemple. Vous avez accès à tous les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, dans toutes les spécialités. Également, Clinical Key est très riche de livres. Vous avez accès à des livres de référence dans toutes les spécialités, la collection des Netter qui illustre l'anatomie, très utile pour les cours que vous avez à donner parce que vous avez beaucoup d'images, d'anatomie que vous pouvez réutiliser pour vos cours, mais également donc, des livres français comme le guide thérapeutique de Perlemutter, très utile pour toutes les grandes pathologies. Tous ces contenus qu'on propose sur Clinical Key ont beaucoup de contenus multimédia, vidéos, illustrations, arts décisionnels, imagerie médicale qui peuvent vous être utiles pour illustrer un cours spécifique. Vous avez également accès à des synthèses cliniques evidence-based, basées sur les preuves, qui s'appelle Clinical Overview. Pour les grandes pathologies, vous avez l'essentiel à savoir sur cette pathologie, rédigé par des spécialistes qui se reposent sur des articles, des recommandations de bonne pratique publiées et validées. Sur Clinical Key, donc, vous retrouvez tous les contenus d'Elsevier, mais également des contenus de nos partenaires,
les recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes françaises et internationales, de la Haute Autorité de Santé française. Vous avez également accès à 2 bases médicamenteuses, Thériac en français et Gold Standard en anglais. Et vous avez également accès à tous les essais cliniques menés actuellement sur des essais thérapeutiques pour traiter des pathologies. Donc, tous ces contenus d'Elsevier et de nos partenaires sont accessibles en texte intégral, mais quand vous faites une recherche sur Clinical Key, c'est vraiment exhaustif puisqu'on remonte également les résumés d'articles publiés par d'autres éditeurs sous la forme d'abstract Medline, les résumés Medline que vous trouvez sur PubMed, avec des liens vers PubMed. Donc, c'est vraiment exhaustif. En faisant une recherche sur Clinical Key, vous pouvez couvrir tous ces types de contenus et obtenir des réponses qui proviennent de tous ces types de contenus utiles pour votre recherche, que ce soit pour la pratique clinique, pour la recherche clinique ou pour l'enseignement. Donc aujourd'hui, la thématique de ce jour, c'est de vous montrer comment Clinical Key est un outil utile pour l'enseignement, pour la pédagogique utile pour l'enseignement. Je vais vous montrer un cas pratique de recherche sur la mucoviscidose, également appelée dans les pays germanophones et anglophones fibrose kystique. Donc, imaginez que vous avez à présenter un topo à vos confrères pour un cas clinique ou alors un cours sur la fibrose kystique ou la mucoviscidose, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver rapidement sur clinicalkey.fr des informations fiables validées pour mettre à jour un cours que vous avez à donner et également des images, des vidéos qui peuvent vous servir d'illustration de votre cours. Donc, ça vous permet de mettre à jour un cours que vous avez sur PowerPoint ou pour un cours, ou un congrès ou autre. Donc, on va chercher quelles sont les évolutions des connaissances sur cette pathologie en termes de dépistage prénataux, de tests diagnostiques, d'orientation thérapeutique de la mucoviscidose. Donc, le cas pratique du jour, c'est sur la mucoviscidose, mais c'est pour illustrer, vous montrer comment vous pouvez faire des recherches sur les thématiques qui vous intéressent pour préparer un cours ou mettre à jour un cours que vous avez à donner bientôt sur un autre sujet. Donc, pour cela, je vais passer directement à la démonstration en ligne de Clinical Key. Donc, votre établissement est abonné à Clinical Key. Vous avez accès sur n'importe quel ordinateur de l'établissement à clinicalkey.fr. Donc, c'est la base bilingue. Vous avez une interface en français, un moteur de recherche bilingue, français et anglais, et des contenus dans les 2 langues. Vous pouvez effectuer des recherches sans être connecté à votre compte personnel. Cependant, je vous invite à créer votre compte personnel si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est très rapide. Il vous suffit de cliquer en haut à droite sur le lien « S'inscrire ». Vous remplissez ce court formulaire avec votre prénom, votre nom, votre adresse email et vous choisissez un mot de passe. Vous acceptez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur « S'inscrire ». Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous connecter à votre compte personnel. Votre nom d'utilisateur, ce sera votre adresse email et le mot de passe que vous avez choisi lors de l'inscription à Clinical Key. Si un jour vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur nom d'utilisateur ou mot de passe oublié. Alors là, je vous recommande d'utiliser lors de l'inscription votre adresse email institutionnelle et non pas une adresse email personnelle, Gmail, Yahoo, parce que votre compte personnel est accessible dans votre institution, mais également en dehors. Si vous activez votre accès distant, vous pouvez vous connecter depuis votre ordinateur personnel. Donc, vous voyez que vous êtes connecté avec votre prénom et votre nom qui s'affichent en haut à droite de l'écran. On verra les fonctionnalités. Et là, le lien accès distant vous permet d'activer votre accès distant. Mais donc, c'est important d'utiliser votre adresse email institutionnelle et non pas une adresse mail personnelle, Gmail, Yahoo, parce que vous ne pouvez pas activer l'accès distant avec une adresse email personnelle. Donc là, il vous suffit de ressaisir votre adresse email, continuer. Vous recevez un mail avec un lien sur lequel cliquer pour finaliser l'accès distant. Voilà. Donc là, c'était pour vous montrer comment créer votre compte et vous connecter pour bénéficier des fonctionnalités avancées. On le verra, de sauvegarde de contenu. Vous faites votre propre liste de lecture pour lire ça plus tard, pour partager également avec des étudiants ou des confrères. On le verra qu'on peut sauvegarder des images dans l'onglet « Présentation » pour les exporter ensuite sur PowerPoint. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le petit chat, discussion ou questions-réponses. J'y répondrai à la fin de la présentation.
Pour revenir à la page d'accueil de Clinical Key, je clique sur le logo en haut à droite, à gauche de l'écran. Et donc, vous arrivez sur cette page d'accueil, c'est une sorte de Google médical qui vous permet de saisir n'importe quel terme de recherche. Ça peut être un symptôme, une pathologie, un traitement, une procédure médicale, de diagnostic ou médical ou chirurgical. Vous pouvez faire la recherche en français ou en anglais et obtenir des résultats dans les deux langues. Donc là, si je tape fibrose, je vais avoir des suggestions de recherche. Est-ce que je cherche la fibrose du foie, fibrose kystique? Voilà, fibrose kystique, c'est le terme anglophone ou germanophone pour la mucoviscidose. Donc, vous voyez, on a ici 24 791 résultats. C'est toutes les publications sur la mucoviscidose fibrose kystique. Si je tape mucoviscidose, vous avez aussi la possibilité de faire la recherche et vous obtenez les mêmes résultats. Donc, ici, les résultats apparaissent mucoviscidose. Donc, c'est toute la revue de la littérature publiée sur le sujet. C'est classé par pertinence, avec les premiers résultats sont les plus pertinents, c'est-à-dire qu'ils proposent le concept de clinique de mucoviscidose dans le titre, vous le voyez, dans les mots-clés de l'article ou dans le corps de l'article. Ensuite, on le verra qu'on peut filtrer par type de contenu, par langue et par spécialité. Ce qui est intéressant ici en cherchant mucoviscidose, c'est que vous avez des articles, mais de l'EMC, traité de médecine ACOS, c'est de la médecine générale. C'est vraiment une sorte de synthèse des connaissances sur cette pathologie mucoviscidose. Vous avez ici la lecture en ligne de l'article qui provient du traité de médecine ACOS, qui vous propose toutes les informations à connaître sur cette pathologie. La mucoviscidose étant la maladie génétique grave la plus fréquente dans la population caucasienne. Vous avez des informations sur les symptômes, mais également les diagnostics recommandés et le dépistage prénatal. Donc, cet article-là, c'est vraiment la synthèse francophone de tout ce qu'il y a à savoir sur la mucoviscidose. Vous avez les signes cliniques de la pathologie, atteinte respiratoire, ORL, des informations sur le diagnostic, mais également sur la prise en charge et le traitement de cette pathologie. Donc, cet article est intéressant, c'est vraiment une synthèse clinique globale dont vous pouvez vous servir pour mettre à jour un cours que vous avez à donner. Vous pouvez prendre des informations de ces articles-là. On vous demande juste de citer la source et les auteurs que vous trouverez ici dans ce résumé-là. Donc, on peut sauvegarder cet élément. Je sauvegarde cet article dans ce qu'on appelle un tag, un dossier, que je vais nommer mucoviscidose. Je crée un dossier que je nomme comme je le souhaite et je sauvegarde cet article pour le lire plus tard. Vous pouvez également télécharger le fichier PDF pour le lire hors connexion. Les articles en PDF sont disponibles pour les revues, les livres et les EMC. Donc là, je peux sauvegarder l'article et l'enregistrer en local sur mon ordinateur. On voit que ça provient du traité de médecine ACOS. Si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire pour recevoir une alerte email et être informé des dernières mises à jour de l'EMC ACOS. Vous recevez un email avec tous les derniers articles qui ont été mis à jour dans l'EMC ACOS. Ce lien retour aux résultats vous permet de retrouver tous les résultats proposés précédemment. Donc, on a ici des synthèses cliniques sur la pathologie en français, puisque ça provient de l'EMC. Également, une recommandation de bonne pratique publiée dans le Journal of Academy of Nutrition and Dietetics. C'est un article, en fait, c'est une recommandation publiée sous forme d'article, les recommandations de nutrition et diététique pour les patients atteints de mucoviscidose. C'est un article sous presse, épreuve corrigée, donc valide, mais mis en ligne en amont sur Clinical Key, avant d'être publié. Donc, cette recommandation, c'est des recommandations nutritionnelles, médicales, qui sont cruciales pour améliorer la santé et prévenir la progression de la mucoviscidose.
Donc, cette recommandation-là est disponible sous forme d'articles en ligne, mais également donc, de PDF. Retour au résultat, donc là, on a plusieurs éléments. Si vous descendez, vous avez encore d'autres contenus qui sont fiables et pertinents. Je vous invite à aller voir les Clinical Overview. C'est une synthèse clinique comme on l'a vu dans l'EMC, mais en anglais. C'est basé sur les preuves. Donc, ce sont des spécialistes qui rédigent cette recommandation, cette synthèse sur cette pathologie. C'est mis à jour régulièrement. La dernière mise à jour, c'était hier. Vous avez des points clés. L'action urgente à mener pour cette pathologie, notamment les tests de sueur pour le diagnostic, confirmer un diagnostic de mucoviscidose par un test de sueur. Vous avez ici toutes les informations. Donc, ça peut être utile pour la pratique clinique. Voilà, quelles sont les recommandations de tests de diagnostic, de traitement pour cette pathologie. Mais pour préparer un cours, vous avez aussi plein d'informations d'épidémiologie. On a ici les signes cliniques, mais également tout ce qui est cause et facteurs de risque. Ces données peuvent vous être utiles pour mettre à jour un cours que vous avez à donner sur la mucoviscidose. On a ici donc les signes cliniques, mais également les causes et facteurs de risque, avec toutes les références sur lesquelles se sont reposés les auteurs pour rédiger cette recommandation. Donc, on peut voir les références en bas de l'article ou en cliquant sur « Lien référence », ça vous ouvre un nouvel onglet. Et là, vous avez l'article source sur lequel se sont reposés les auteurs. Ça peut être un résumé sur PubMed où on vous indique où trouver le texte intégral. Ici, et dans Link Out More Resources, vous avez la source où vous pouvez accéder au texte intégral de l'article, qui n'est pas édité par Elsevier, donc il est sous forme de résumé. Donc, ça peut être aussi donc, des informations sur les tests de diagnostic utilisés actuellement pour le diagnostic de la pathologie, diagnostic différentiel pour la pratique clinique, qu'est-ce qui distingue la mucoviscidose d'autres pathologies respiratoires comme l'asthme ou malformation pulmonaire. Vous avez les éléments différenciants, donc à la fois pour la pratique clinique, également les orientations thérapeutiques, quels sont les médicaments prescrits actuellement pour aider les patients atteints de mucoviscidose et les traitements non thérapeutiques de kiné, respiratoire, etc. Donc, cette source-là est vraiment très riche. L'idée, c'est de piocher en fonction de vos besoins, pratiques cliniques, diagnostic, traitement, ou de piocher dans les informations pour mettre à jour votre cours. Donc, moi, je vous invite à sauvegarder cet élément-là pour le retrouver facilement plus tard et le lire. Je vais le sauvegarder dans mon dossier mucoviscidose, c'est classé par ordre alphabétique, et je termine la sauvegarde. Donc là, on a fait une recherche globale mucoviscidose dans tous les contenus. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des filtres, ici par date, par spécialité, par type de contenu et par langue. Si vous êtes plus à l'aise en français, vous avez quand même 1051 résultats sur la mucoviscidose, article de l'EMC, article de revue. Ici, dans les archives de pédiatrie, on a une recommandation pour la prise en charge et le suivi des nourrissons, pour lesquels un diagnostic de mucoviscidose n'a pu être conclu après dépistage prénatal ou néonatal. Donc, on peut faire une sélection de plusieurs articles qui nous paraissent intéressants, ici sur la physiopathologie, la génétique, les aspects cliniques et thérapeutiques. J'ai fait une sélection de 3 articles que je peux sauvegarder dans mon dossier. Je ne vais pas créer un nouveau dossier, je vais aller l'ajouter à mon dossier mucoviscidose. Voilà. Donc, vous faites votre revue de littérature pour pouvoir lire plus tard les articles qui vous intéressent. Dans les filtres, on a également par type de contenu. Il est intéressant de voir que dans les revues, vous avez 2 options. Texte intégral pour être sûr de lire cet article en texte intégral parce qu'il est indiqué revue. C'est un article publié dans une revue d'Elsevier, comme ici Gastroentérologie. Vous avez accès à l'article en texte intégral en ligne et en PDF. Si vous voulez élargir votre recherche à d'autres éditeurs qu'Elsevier, c'est possible puisque la recherche est exhaustive. Et là, vous avez texte intégral et Medline. Et voyez la différence, revue, c'est du texte intégral, Medline, c'est un article qui est publié, qui est pertinent par rapport à votre recherche, mais publié dans une revue d'un autre éditeur. Vous retrouvez le résumé, et en dessous de ce résumé, vous avez le lien vers PubMed, où là, on va vous indiquer où vous pouvez accéder à cet article en texte intégral.
sur le site de l'éditeur ou directement via PubMed. Donc, Medline, ce sera un résumé d'un article pertinent. Donc, on a fait une recherche mucoviscidose. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire une recherche un peu plus ciblée. Vous cherchez justement à mettre à jour votre partie du cours sur les facteurs de risque de la mucoviscidose. Vous affinez les résultats de 24 000 résultats sur la mucoviscidose en général dans la revue de la littérature à 8 000 résultats sur les facteurs de risque de la mucoviscidose. Donc là, avec des articles, mais également des chapitres de livres. Ici, on a un chapitre de cet ouvrage Gringer et Allison Diagnosis. Et là, vous avez un chapitre avec un paragraphe qui va parler de mucoviscidose. Si vous souhaitez voir dans ce chapitre où on parle de mucoviscidose, vous pouvez faire cystic fibrosis et non pas chercher dans tous les contenus, mais faire une recherche ciblée dans cette page, dans ce chapitre, où parle-t-on de mucoviscidose. Et vous êtes redirigé directement vers les paragraphes ou les illustrations qui parlent de mucoviscidose, donc en anglais, cystic fibrosis. Donc là, on est sur la deuxième référence et vous êtes redirigé vers ce paragraphe sur les manifestations abdominales de la mucoviscidose. Donc, vous pouvez sauvegarder ce chapitre. Vous pouvez également, en trouvant une illustration qui vous intéresse, cliquer sur l'image et ici, c'est ajouter à la présentation PowerPoint. Vous pouvez sauvegarder cette image dans une nouvelle présentation. Donc là, alors on va faire cours mucoviscidose. Cette image, vous pouvez la sauvegarder dans un premier temps et je vous montrerai par la suite comment exporter cette image sur PowerPoint pour illustrer votre présentation PowerPoint. Donc là, on l'a fait à partir d'un chapitre qui vous intéressait, où il y avait une image qui vous intéressait pour votre cours. Donc, je peux accéder à mon historique de recherche pour relancer ma recherche sur les facteurs de risque de la mucoviscidose. On peut également voir mucoviscidose. Donc, vous avez également la possibilité d'aller voir les diagnostics, les complications, les traitements de la mucoviscidose. Et vous pouvez faire une recherche ciblée. Vous voulez voir les recommandations de bonnes pratiques, les essais cliniques sur la mucoviscidose. Là, vous faites une recherche ciblée pour voir les essais cliniques en cours sur la mucoviscidose. Vous avez des essais cliniques de traitements qui sont testés à double aveugle, avec également traitement placebo. Vous avez l'objectif de l'essai clinique, la description et les critères d'inclusion. Donc, vous pouvez vous servir de ce contenu-là pour, dans votre cours, indiquer les traitements qui sont testés actuellement sur la mucoviscidose. Sachez que si je rajoute le terme France, je peux, en recherchant dans les essais cliniques, je peux voir les essais cliniques qui sont menés en France sur la mucoviscidose, comme celui-ci, améliorer l'adhérence thérapeutique chez les patients atteints de mucoviscidose. On a le résumé de l'essai clinique qui a été lancé depuis mars 2020 aux Hospices civils de Lyon en France. Donc là, en bas de ce résumé, vous avez un lien vers notre partenaire clinicaltrials.gov où vous avez l'intégralité des données de cet essai clinique et la possibilité, en cliquant sur Contact and Location, de contacter les personnes qui mènent les essais cliniques pour échanger avec eux, intégrer un patient à l'essai clinique en cours. Donc, vous voyez, on peut faire une recherche ciblée, voir les recommandations de bonnes pratiques, les médicaments pour traiter la mucoviscidose. Donc là, vous allez avoir deux bases médicamenteuses, Thériac en français, qui vous propose ici ce médicament pour le traitement de la mucoviscidose avec la dénomination commune internationale et ici le nom commercial. Donc là, cette fiche médicament, vous pouvez également l'intégrer avec toutes les informations sur l'AMM, les autorisations de mise sur le marché, etc., les effets indésirables. Ça peut être une source de mise à jour de votre cours sur les traitements de la mucoviscidose. Ce que je voudrais vous montrer, avant de passer aux questions, c'est vraiment les contenus multimédia. Tous les contenus multimédia qu'on peut trouver sur la mucoviscidose. Donc là, on peut avoir des arbres décisionnels, des graphiques. Pour en savoir plus sur cette anatomie
vous avez ici une représentation anatomique sur la mucoviscidose et les impacts sur tous les organes. Vous avez la légende. Vous pouvez voir la source pour aller lire l'article dans lequel s'insère cette illustration et vous pouvez sauvegarder cette image dans votre dossier pour l'exporter sur PowerPoint. Donc, on peut le faire pour une image, mais on peut faire aussi une sélection multiple d'illustrations qui nous paraissent intéressantes. Donc, vous cochez les cases à côté des images qui vous intéressent, imagerie médicale, graphique, arbre décisionnel. Et là, vous retrouvez l'icône « Ajouter à la présentation PowerPoint ». Vous allez créer une nouvelle présentation ou ajouter à votre présentation « Cours mucoviscidose » et vous sauvegardez. Tout ce que vous avez sauvegardé est accessible dans votre espace personnel. Vous avez ici les contenus sauvegardés, donc ça va être articles, chapitres, recommandations, et les tags sont classés par ordre alphabétique. Mucoviscidose, je retrouve tous les articles, recommandations que j'ai sauvegardées, et vous pouvez les partager par email, vous pouvez recommander à vos étudiants de lire cet article de l'EMC, cette recommandation, avant un cours que vous allez donner sur la mucoviscidose. Donc, vous envoyez le lien vers cet article ou cette recommandation, non pas par PDF, mais par un lien vers un mail. Et juste pour vous montrer, présentation. Donc, dans mon espace personnel, j'accède à toutes les images que j'ai sauvegardées dans mon dossier cours mucoviscidose. Ici, vous avez tous les éléments sauvegardés et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien « Exporter » pour télécharger automatiquement ces références sur PowerPoint. Ça vous télécharge les images et les références sur PowerPoint. Par respect des droits d'auteur, on vous demande de maintenir la source et les copyrights, mais vous pouvez utiliser ces éléments-là pour illustrer un cours ou rafraîchir un cours que vous avez à donner. Vous pouvez copier les images et les ajouter sur une nouvelle présentation avec votre propre masque de diapositive. Donc là, on peut faire une nouvelle insertion. Non, fichier, voilà, nouvelle présentation. Je vais ajouter ces éléments-là dans une nouvelle présentation avec le masque de diapositive de mon choix. Voilà. Et vous pouvez donc intégrer votre cours à ces illustrations pour illustrer votre cours. Alors, je vois qu'il y a des questions. Donc, voilà, je vous ai présenté rapidement, avant de passer aux questions, je vais terminer. Vous avez ici toutes les ressources, que ce soit des contenus, articles, livres, recommandations de bonnes pratiques, mais également donc, des synthèses cliniques basées sur les preuves qui peuvent vous être utiles pour mettre à jour un cours ou créer un cours que vous avez à donner. Et les illustrations, les vidéos sont très utiles pour illustrer un cours donné. Toutes ces fonctionnalités de sauvegarde de contenu sont très utiles pour gagner du temps pour la mise à jour ou la préparation d'un cours sur une thématique donnée. Vous avez en bas de chaque page un centre de ressources où vous allez retrouver des vidéos, des guides utilisateurs et les prochaines sessions de formation en ligne, notamment nos prochains événements. Vous pouvez me contacter pour organiser une session dans votre service, dans votre département. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions. Une question sur est-il possible d'effectuer des recherches sur les effets indésirables d'un traitement ou d'un médicament? Oui, donc ce que je vais vous montrer, on a ici, dans l'historique de recherche, on a fait des recherches sur mucoviscidose médicaments. Je peux relancer ma recherche puisque je suis connectée à mon compte personnel. Donc là, je peux faire une recherche ciblée dans médicaments. Donc ici, c'était juste pour pouvoir prendre cette dénomination commune internationale. Je peux faire une recherche spécifique sur ce médicament-là. Et vous avez ici effet indésirable de l'Ivacaftor, qui est le traitement de la mucoviscidose. Donc là, si je cherche uniquement dans les fiches médicaments, vous allez avoir cette fiche médicaments qui vous propose ensuite en bas tous les effets indésirables. Mais si vous faites dans tous les types de contenus, vous allez voir remonter tous les articles qui traitent des effets indésirables de ce médicament-là. Donc, on retrouve les fiches médicaments et vous avez un article sur la revue de présentation.
les effets indésirables de ce médicament. Donc, n'hésitez pas à aller voir le centre de ressources en bas de chaque page. Donc, tout ce qu'il y a à savoir sur Clinical Key, les vidéos, les prochaines sessions. On organise également des événements, notamment des séminaires sur le Covid-19, enfin, des webinaires, des sessions d'information sur le Covid-19, en partenariat avec la Société de pathologie infectieuse en langue française. Vous pouvez vous inscrire ici. La prochaine session a lieu le 25 février à 18 h, inscription en ligne, avec ici les intervenants, et voir les vidéos des précédentes sessions, webinaires Covid, mais également des webinaires Clinical Key. Donc, je vous enverrai la présentation et le lien où retrouver les vidéos pour assister à cette présentation à part. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vos confrères sont peut-être intéressés par des sessions pour votre service, votre département, et vous aurez mes coordonnées si vous avez des questions par la suite. Je pense avoir répondu à vos questions. Il y avait une autre question également sur Clinical Key, le compte personnel. Vous pouvez créer un compte personnel avec votre adresse email personnelle. Mais si vous faites ça avec un Gmail, un Yahoo, vous ne pourrez pas activer l'accès distant. Pour cela, il faut utiliser votre adresse email institutionnelle, le nom de votre université, de votre hôpital, pour pouvoir activer l'accès distant. Pour plus d'informations, j'y répondrai par la suite. J'espère que cette session vous a été utile. Je lance un petit sondage pour savoir si ça vous a été utile, si cette session, vous avez appris des choses dans cette session d'information, et si Clinical Key vous semble un outil utile pour la pratique clinique, mais pour l'enseignement. Donc, vous pouvez répondre aux questions que je viens de lancer avant de quitter la session. Et voilà, mais écoutez, tant mieux si ça vous a paru intéressant. J'espère que ça vous sera utile pour votre pratique clinique, pour vos cours. Bon courage face à cette pandémie. Je vais arrêter